Je n'aurais jamais imaginé que la pire douleur de ma vie m'attendrait le jour le plus important de mon fils. Ce matin-là, devant l'entrée de cette belle église du quartier de la Neustadt, à Strasbourg, j'ai vu quelque chose qui a fait s'effondrer mon monde en quelques secondes. Ma photo, agrandie, imprimée, collée en plein milieu de la porte principale. Et en dessous, écrit en grandes lettres rouges, « Entrée interdite ». Je m'appelle Hélène, j'ai 52 ans, et ce jour-là était censé être l'un des plus beaux de ma vie. Le mariage de Mathieu, mon fils unique, le garçon que j'ai élevé seul après que son père nous a quittés quand il avait 8 ans. Depuis ce jour, c'était lui et moi contre le monde entier. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans une boutique de vêtements le matin et nettoyé des bureaux le soir. Je rentrais à 23 heures, épuisé, mais je trouvais toujours l'énergie de lui demander comment s'était passée sa journée. Je n'ai jamais laissé manquer quoi que ce soit. Les cours d'anglais, le matériel scolaire, l'argent de poche quand je pouvais. Et l'école d'ingénieur privé, 4 ans de frais que j'ai payés en me serrant la ceinture jusqu'à l'os. Mathieu était ma raison de vivre, ma fierté, mon projet de vie entier. Pour ce mariage, je m'étais préparé pendant 3 heures. J'avais acheté une robe bordeaux que j'avais mis presque un demi-salaire de côté pour m'offrir. Coiffure au salon, maquillage discret fait par une jeune femme du quartier qui travaillait dans l'esthétique. Je voulais être impeccable. Je voulais que mon fils soit fier de moi. Je suis arrivée à l'église avec 1 heure d'avance. Le cœur battant d'émotion, j'imaginais déjà le sourire de Mathieu en me voyant. C'est là que j'ai vu la photo, mon visage, avec ces mots horribles en dessous. Mes jambes ont tremblé. Ma vision s'est brouillée. L'air a disparu de mes poumons. Pendant quelques secondes, j'ai cru que c'était un cauchemar. Mais non, c'était réel. Ma propre photo m'interdisait d'entrer au mariage du fils que j'avais élevé avec tout l'amour que j'avais. Les invités ont commencé à arriver. Les regards se posaient sur moi, puis sur la photo, puis à nouveau sur moi. Des chuchotements, des doigts pointés, des sourires étouffés. Une cousine de Camille, en robe rose vif et sourire de façade, s'est approchée de moi. « Ah, Hélène, quelle situation gênante. Vous n'allez vraiment pas pouvoir entrer ? Comme c'est dommage. » Le ton de fausse compassion m'a traversé comme une lame. J'ai respiré profondément. J'ai rassemblé ce qu'il me restait de dignité. J'ai levé le menton et j'ai répondu d'une voix aussi ferme que je pouvais. Non, je n'entre pas là où je ne suis clairement pas la bienvenue. Puis j'ai tourné le dos à cette église, à ces gens, et j'ai marché jusqu'à ma voiture la tête haute. Chaque pas me coûtait tout ce que j'avais, mais je n'allais pas leur donner le plaisir de me voir m'effondrer sur ce trottoir. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. J'ai conduit jusqu'à chez moi en pilote automatique. Les larmes brouillaient ma vue à chaque carrefour, mais je continuais d'avancer. 20 minutes de trajet qui m'ont semblé une éternité, avec cette image gravée dans la tête. Ma photo, ces lettres rouges, ces regards. En entrant dans mon appartement, j'ai été frappé par le silence. C'est le même 2 pièces où Mathieu a grandi, où on a passé des nuits à réviser ses cours ensemble, où on a fêté chacune de ses réussites. Ce jour-là, tout semblait vide et sans sens. J'ai retiré ma robe bordeaux avec soin, comme si elle avait encore de la valeur, et j'ai enfilé un vieux pyjama. Puis je me suis assise dans le fauteuil du salon, celui où Mathieu se jetait après l'école pour me raconter sa journée. Les photos de lui étaient partout. Mathieu bébé dans mes bras, Mathieu en uniforme scolaire, Mathieu le jour de sa remise de diplôme, ce grand sourire sur le visage. Sur toutes ces photos, j'étais à côté de lui, toujours moi, dans les moments difficiles, dans les victoires, dans les décisions importantes, toujours moi qui étais là. C'est alors que le téléphone a sonné pour la première fois. Le prénom de Mathieu s'affichait à l'écran. Mon cœur s'est emballé, mais la colère était plus forte. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Je n'étais pas prête à entendre sa voix. Pas après cette humiliation publique. 5 minutes plus tard, il a rappelé. Puis encore, et encore. À chaque appel, mon angoisse montait. Est-ce qu'il avait découvert ce qu'on m'avait fait? Est-ce qu'il me cherchait désespérément? Ou est-ce qu'il appelait pour me donner une explication qui ne tiendrait pas la route? Je me levais du fauteuil, je marchais dans l'appartement, j'essayais de fuir ce son insistant. Mathieu, 7 appels manqués. Mathieu, 12 appels manqués. Mathieu, 25 appels manqués. Des messages ont commencé à arriver aussi. Maman, réponds s'il te plaît. Maman, où es-tu? Maman,
j'ai besoin de te parler, c'est urgent. Chaque message était une goutte de plus dans l'océan de ma douleur. Urgent. Maintenant, c'était urgent de me parler. Quand on avait collé ma photo sur cette porte, ce n'était pas urgent de me défendre? Je suis allée à la cuisine préparer une tisane à la camomille, celle qu'on buvait ensemble quand Mathieu était malade ou stressé par un examen. Mes mains tremblaient en tenant la tasse. Mathieu, 30 appels manqués. Au 36e appel, je n'ai plus pu résister. J'ai décroché, la voix mal assurée. Maman, Dieu merci. La voix de Mathieu de l'autre côté était brisée, désespérée. Maman, où es-tu? Je suis chez moi, j'ai répondu. Maman, tu dois revenir ici tout de suite. C'est Françoise, maman. C'est la mère de Camille qui a fait ça. Je ne savais rien. Je te le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Le monde a tourné autour de moi. Quand je suis arrivée à l'église et que j'ai vu ta photo sur la porte, j'ai failli m'évanouir, a-t-il continué. Il pleurait. En 25 ans, je n'avais vu mon fils pleurer que 3 fois. Mathieu, calme-toi et explique-moi ce qui s'est passé exactement. Maman, Véronique, la tante de Camille, a tout avoué devant tout le monde. Françoise était arrivée 2 heures avant la cérémonie avec la photo déjà imprimée. Elle a dit que tu étais une belle-mère envahissante et que tu allais gâcher le mariage. Et Camille, je lui ai demandé, la gorge serrée. Selon Véronique, Camille savait. Elle a même aidé à choisir la photo. Moins d'1 heure après cette conversation, j'ai entendu une voiture se garer devant l'immeuble. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Mathieu descendre, encore en costume de mariage, la cravate défaite, la chemise froissée. Je suis descendu sans attendre l'ascenseur. Quand j'ai ouvert la porte de l'immeuble, il était là sur le trottoir, les yeux rouges. Nos regards se sont croisés et il a éclaté en sanglots. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. Il m'a serré si fort que j'arrivais à peine à respirer. Je suis un fils horrible. Vous avez travaillé toute votre vie pour moi et j'ai laissé faire ça. Je l'ai enlacé de toutes mes forces. Dans cette étreinte, j'ai senti que je ne l'avais pas perdu. Tout l'amour que j'avais mis dans cet enfant n'avait pas été vain. Tu ne savais rien, mon grand. Tu n'aurais pas pu empêcher ce que tu ne savais pas. On est monté à l'appartement. Il m'a raconté qu'en apprenant l'existence de la photo, il avait crié dans l'église en demandant qui avait fait ça. Que Véronique avait tout révélé, qu'il avait dit à voix haute, devant tous les invités, que la femme qu'ils avaient humiliée était la personne la plus importante de sa vie. Que notre famille avait pris ma défense, que la sœur Sylvie avait fondu en larmes, que l'oncle Michel était parti en signe de solidarité. Le lendemain matin, Camille a sonné à ma porte. Elle avait les yeux gonflés, elle portait encore ses vêtements de la veille. « Madame Hélène, j'ai besoin de vous parler. Contre tout mon instinct, je l'ai fait entrer. On s'est assise dans le salon. Ma mère m'a toujours dit que vous étiez trop présente dans la vie de Mathieu, qu'il était trop attaché à vous, qu'il ne serait jamais vraiment un mari tant qu'il ne prendrait pas ses distances. J'avais peur d'être toujours en deuxième position. » Ces mots, même douloureux, avaient au moins le mérite d'être vrais. « Et vous l'avez cru, Camille ?» Mathieu est apparu à ce moment-là, les cheveux encore mouillés. Il a regardé Camille avec une expression que je ne lui avais jamais vue. « Ce que vous avez fait ne s'efface pas, Camille. Vous avez passé 2 semaines à planifier comment humilier ma mère. 2 semaines. » Camille pleurait, invoquait la pression de Françoise, sa peur, son insécurité. C'est alors que le téléphone de Mathieu a sonné. C'était Françoise. Il a mis le haut-parleur. Mathieu, mon gendre, arrête ses enfantillages et rentre à la maison. Ce n'était qu'une petite plaisanterie pour détendre l'atmosphère. Ta mère a tout dramatisé. Mathieu a répondu d'une voix calme et définitive. Je ne suis plus votre gendre, Françoise. Ma mère a travaillé 2 emplois pour m'élever seule. C'est la personne la plus digne que je connaisse. Si vous n'êtes pas capable de le voir, c'est votre problème. Françoise a durci le ton. Tu dois choisir, Mathieu, ta femme ou ta mère. J'ai déjà choisi, a-t-il répondu. Je choisis celle qui a toujours été là pour moi. Il a raccroché, il m'a regardé, et il a dit simplement « Maman, je vais demander la nullité du mariage. » 3 mois ont passé. Mathieu vivait temporairement chez moi, pendant que la procédure de nullité suivait son cours. L'avocat avait expliqué que, compte tenu des circonstances et du dol manifeste de la famille de la mariée, la démarche serait relativement directe. On avait retrouvé une sorte de routine apaisante. Il partait tôt le matin sur ses chantiers en tant qu'ingénieur, rentrait en fin d'après-midi, on dînait ensemble, on parlait de tout et de rien. Un soir, il est rentré avec un visage que je ne savais pas comment lire. « Maman, Camille est passée à mon bureau aujourd'hui. Elle est enceinte. Le temps s'est arrêté. J'avais les yeux fixés sur mon fils qui tenait sa tête entre ses mains.
Elle a apporté tous les examens. Les dates concordent parfaitement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, mon grand? Une partie de moi est heureuse, maman. J'ai toujours voulu être père. Mais je ne veux pas passer le reste de ma vie à gérer Camille et sa famille. Et elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on reprenne ensemble. Elle dit que la grossesse a tout changé. Et si tu refuses, elle a laissé entendre que les choses pourraient devenir compliquées pour moi. Qu'elle demanderait une pension alimentaire élevée, qu'elle limiterait mes visites. Je lui ai pris les mains. Mathieu, un enfant a besoin de parents qui se respectent, même séparés. Pas de parents qui se déchirent sous le même toit. Tu crois que tu peux lui faire confiance à nouveau? Il a réfléchi longuement. Non, maman. Chaque fois que je la regarde, je revois cette photo sur la porte. Ce soir-là, il a appelé Camille et lui a dit qu'il assumerait toutes ses responsabilités envers l'enfant, qu'il paierait une pension juste, qu'il voulait être présent, mais qu'il ne reviendrait pas. Lucas est né quelques mois plus tard. Mathieu était présent à l'accouchement et a assumé son rôle de père dès le premier jour, cherchant son fils les mercredis et les week-ends en alternance. Voir mon fils tenir ce petit garçon dans ses bras pour la première fois m'a serré le cœur d'une façon que je n'attendais pas. La vie avait décidé de nous offrir cette joie malgré tout. Environ 1 an après la naissance de Lucas, Mathieu nous a parlé de Claire. Il l'avait rencontrée dans la salle d'attente du cabinet pédiatrique où il emmenait son fils pour ses consultations. Elle était pédiatre, douce, avec un sourire sincère. Il l'a invitée à dîner chez moi un vendredi soir pour nous présenter. Dès qu'elle est entrée, j'ai senti que c'était différent. Claire m'a salué avec une chaleur genuinement naturelle. Elle avait apporté des fleurs et proposé son aide en cuisine sans qu'on lui demande. Pendant le repas, elle m'a posé des questions sur ma vie, sur Strasbourg, sur Mathieu enfant. Il n'y avait aucune tension, aucune compétition. Madame Hélène, Mathieu m'a tout raconté, ce que vous avez traversé, ce que vous avez sacrifié pour lui. Je voulais vous rencontrer parce que la famille de l'homme qu'on aime, ça compte vraiment. Quelques semaines plus tard, Mathieu est venu chez moi avec un bouquet de roses, mes fleurs préférées. Maman, je veux épouser Claire, mais cette fois, je veux être certain que tu approuves mon choix. Et avant même que tu répondes, il faut que tu saches que c'est Claire elle-même qui m'a demandé si elle pouvait t'inviter à être sa témoin de mariage. Elle dit que tu es la femme la plus importante dans la vie de l'homme qu'elle aime. Le mariage de Mathieu et Claire a eu lieu un samedi ensoleillé de printemps, 2 ans exactement après ce dimanche qui avait tout changé. Claire avait tenu à utiliser la même église de la Neustadt. Elle voulait, comme elle disait, redonner à cet endroit la signification qu'il aurait toujours dû avoir. Ce matin-là, je me suis réveillée avec une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Claire avait envoyé une maquilleuse à domicile. « Madame Hélène mérite d'être traitée comme une reine aujourd'hui », elle avait dit. Quand le travail a été terminé, la jeune femme m'a regardée et m'a dit « Vous avez l'air d'une maman rayonnante de fierté ». Et c'était exactement ce que j'étais. Mathieu est venu me chercher 1 heure avant la cérémonie. En me voyant prête, ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, tu es magnifique. Merci d'être là. » Mon fils, j'ai toujours été là et je le serai toujours. En arrivant devant l'église, il y avait un tapis de pétales de roses à l'entrée. Des parents, des amis venèrent me saluer chaleureusement. Ma sœur Sylvie m'a serré dans ses bras. Voilà le mariage que Mathieu méritait depuis le début. Claire, radieuse dans sa robe de mariée, a couru vers moi sans se soucier de la froisser. « Madame Hélène, merci d'avoir élevé l'homme que j'aime. » Pendant la cérémonie, j'étais au premier rang. Le prêtre a parlé de famille, de respect, d'un amour qui rassemble plutôt que qui divise. Quand Mathieu et Claire ont échangé leurs vœux, Lucas, presque 2 ans, a échappé à la personne qui le tenait et a couru vers l'autel en criant « Papa ». Claire l'a pris dans ses bras et l'a inclus dans leur étreinte. Toute l'assemblée a souri. Au moment des discours, Mathieu a pris le micro. Il m'a regardé directement. « Il y a 2 ans, maman, tu as vécu l'une des pires humiliations de ta vie. Cette douleur nous a appris ce qui compte vraiment. Tu m'as élevé avec des valeurs, et c'est grâce à toi que j'ai su reconnaître une femme de caractère quand elle s'est présentée. » Claire a pris le micro à son tour. « Madame Hélène, merci d'avoir fait de Mathieu l'homme qu'il est. Un homme qui protège ceux qu'il aime et qui sait ce que la gratitude veut dire. » Quelques mois après ce beau jour, Claire est venue me rendre visite seule, un matin. Elle avait l'air différente. Elle m'a annoncé qu'elle était à nouveau enceinte et que je serais la première à le savoir. Puis son visage s'est assombri. « Madame Hélène, il y a autre chose. Camille m'a contactée. Elle est malade. Un cancer de l'ovaire à un stade avancé. Les médecins lui donnent quelques mois. Elle m'a demandé si vous accepteriez de la recevoir.
Le samedi suivant, Camille est venue chez moi. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai à peine reconnue. Elle était très amaigrie, pâle, un foulard sur la tête. Mais ses yeux avaient gardé cette intensité que je me rappelais. « Madame Hélène, merci de me recevoir. On a préparé un café et on s'est assise dans le salon. Le silence du début était lourd, puis elle a commencé à parler. Elle n'était pas venue pour parler d'elle-même, a-t-elle dit. Elle était venue pour Lucas et pour moi. Madame Hélène, je vais mourir bientôt. Et quand ce sera le cas, Lucas aura encore plus besoin d'une figure maternelle forte autour de lui. Claire est merveilleuse, mais une grand-mère ne se remplace pas. Ce que j'ai fait ce jour-là était impardonnable. J'étais jeune, immature, tellement influencée par ma mère. J'avais peur que Mathieu vous choisisse à ma place à un moment crucial. Alors j'ai laissé faire quelque chose d'horrible. Ces 5 années à élever Lucas seul m'ont appris ce que vous avez vécu en élevant Mathieu. Chaque nuit à le border, chaque problème à régler sans personne, chaque décision à prendre seule. J'aurais dû comprendre bien avant. Elle s'est alors agenouillée devant moi. Madame Hélène, pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour la cruauté, pour l'injustice, pour l'aveuglement. Promettez-moi d'être la grand-mère présente que je n'ai pas su être comme belle-fille. Je me suis agenouillée à mon tour et je l'ai prise dans mes bras. Camille, je vous pardonne. Je pardonne parce que nous sommes toutes les deux des mères, parce que nous sommes humaines, parce que tout le monde mérite une deuxième chance. Camille nous a quittés 4 mois plus tard, par un matin d'hiver silencieux. J'étais à l'hôpital ce jour-là, tenant une de ses mains pendant que Mathieu tenait l'autre. Lucas avait dit au revoir à sa maman la veille, avec tout le courage qu'un enfant de 7 ans peut avoir. Au cimetière, Françoise s'est approchée de moi. Elle avait vieilli, les cheveux gris, le regard alourdi par quelque chose qui allait bien au-delà du deuil. « Hélène, je voudrais vous demander pardon à mon tour. C'est moi qui ai entraîné ma fille dans tout cela. » Sa fille lui avait déjà parlé de notre conversation. Elle pleurait. J'ai perdu ma fille. J'ai perdu des années avec mon petit-fils à cause de mon orgueil. Je ne veux plus perdre de temps avec des rancœurs. Je lui ai répondu simplement. Pour Lucas, on peut essayer. 5 ans ont passé depuis ce mariage parfait entre Mathieu et Claire. Lucas, 7 ans, m'appelle Mamie Hélène avec un amour qui me va droit au cœur. Léa a 4 ans, Théo 2 ans et demi, et la petite Inès vient de souffler sa première bougie. Je suis officiellement la mamie la plus gâteau du quartier, et je l'assume complètement. Un dimanche de repas en famille, Lucas m'a tiré par la main. « Mamie Hélène, je peux te dire un secret ? » « Bien sûr, mon cœur. J'ai rêvé de maman cette nuit. Elle m'a dit qu'elle était heureuse parce que maintenant j'ai 2 mamans, Claire ici sur terre et elle là-haut. Et elle a dit aussi qu'elle t'avait demandé pardon et que vous étiez amis maintenant, parce qu'au paradis, il n'y a que de l'amour. » Je l'ai serré fort dans mes bras, les yeux brillants. « Ta maman avait raison, mon Lucas. Elle avait juste besoin d'apprendre certaines choses sur l'amour. Et elle a appris. » Ce soir-là, seule dans ma cuisine en rangeant les dernières assiettes, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. De cette photo terrible sur la porte de l'église jusqu'à ce dimanche rempli de rires d'enfants. La vie nous donne parfois des leçons douloureuses, mais elle nous donne aussi la chance de transformer la douleur en sagesse, la rancœur en pardon et la rivalité en famille. Certaines blessures, quand elles cicatrisent avec amour, nous rendent meilleurs. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait ? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran.
Fateful meeting sets off a chain reaction. Upending Mark's life. People disappear, memories prove unreliable, uncover a hidden truth. With Mark and his friends in a narrative. Oh my god, I love the look of this game. This looks so good. But this looks like a game I'd play off stream. My problem is, like, I have all these really fun, like, niche little games that I want to play on stream. But I feel like no one wants to watch them, and every time I do stream them, no one wants to... no one's here to watch them. Resident Evil 3. If you speedrun it, can be done... Wait. Wait. The game I just played can be done in less than an hour? Resident Evil 9 can be done in less than an hour? What do you skip? What parts do you skip? Do you just run past all the enemies? $1.5 hours? See, the speedrun community is so, like... I'm so out of touch with them, because I could never. Resident Evil 3 remake is less than an hour? Wow. Wow. Speaking of horror games, I played Reanimal. Any of you guys played that Reanimal game? It was very pretty, but I think story left a little juice. My speedrun of Resident Evil 9, the game you just played, was about 3 hours as casual. I can't even imagine how you do that. I guess you just don't kill enemies? You just run through? Wow. Yeah, I could not. I could not. I respect it though. I use Infinite Rocket Launcher, Leon, and Infinite Ammo Requiem for Grace. Oh. Is that like a mod, or is that like a bonus you get? What game will we play next? Is anyone have any recommendations? Preferably maybe not a Resident Evil game next. I want to kind of like go back and forth. Unless it's like you really want me to do it. Did the speedrun on the hardest difficulty? On the hardest difficulty, can you do the same thing? Can you use the Infinite Rocket Launcher and the ammo thing? So that would make it a little easier, no? It is recommended. Oh my god, that's so funny. I'm trying to think what I would rate the game, Resident Evil 9. I think because I expected it to be a bit more, like, scary, I think I have to give it, like, a 7. Maybe 7.5. 7 to 8, I'd say. Very good, but I think there were some parts that I think were a bit boring.
I think there was that one segment with Leon that was really slow, like right in the middle. That was kind of painful to play. I wish they had more different like challenges in the game. So it'd always be like the same sort of locker combination you gotta find. And like the puzzle was always like find 3 different things and figure out the sequence. I like when games that have those sort of puzzles in them make them different every time and make them like hard. Well, not hard, but like, you know, you gotta put like at least 5% of your brain in that. Like Silent Hill kind of does that a little bit. Some of the horror games I play. I think Biohazard was the most scary. Biohazard. Yeah, I think that's 7, right? Yeah, I would say 7 is probably the scariest as well. On hardest, the hardest parts of the Marie encounters? Yeah, I can imagine. The commander fight with Leon without RPG. And the final Grace part. Yeah, that makes sense. Speaking of scary fucks, how about some Silent Hill? I know, I need to finish that game. You know, it's crazy. It's been that if I try it again, that'll be my 3rd time trying to finish Silent Hill 2 Remake on stream. I don't know what it is about the game. It's just not grabbing me as much as like most of the other games I play on stream are. And it's not even that I didn't like it. There's just something about the game that's not reeling me in. And I don't know why. I know I'm gonna like the payoff. I know I'm gonna love the story. And I know I like the characters and I want to know what